Vous avez votre présentation? Elle doit y être. Elle doit y être. S'il me donne la commande, ça serait très bien. Mais tu m'as chippé mon entrée en matière parce que je devais dire qu'avec Wassim, on doit être à la 20e émission où on parle de données personnelles. Ouais. Ce qui fait que j'associe un peu son nom à la médiatisation de cette question. Alors, de quoi je vais parler? Depuis tout à l'heure, depuis ce matin, j'entends que les réalisations techniques concernant la digitalisation et la société digitale, c'est un truc merveilleux, tout le monde en rêve. Mais bien sûr, je ne vais pas être l'empêcheur de tourner en rond. Je vais donc, en juriste qui se respecte, parler d'une limite, en quelque sorte, et d'une protection nécessaire à la digitalisation et à la mise en place d'une société et au développement d'une société digitalisée, car effectivement et indiscutablement, les données personnelles, c'est pas moi qui le dis, j'aurais dû le mettre entre guillemets d'ailleurs, les spécialistes parlent de pétrole, du nouveau pétrole, c'est-à-dire cette matière première qui sert à toute société digitalisée, sur laquelle est basée toute société digitalisée, à savoir les données personnelles. Ce que vous traitez à travers vos applications, à travers vos systèmes que vous mettez en place, à travers vos innovations, c'est principalement, si ce n'est exclusivement, des données personnelles d'individus. Et ces données personnelles sont considérées aujourd'hui comme étant la matière première, comme l'était le pétrole, avec la révolution industrielle ou l'électricité aussi. Et donc, ces sociétés digitalisées vont devoir préserver et rendre cette source non tarissable et donc pérenne en données personnelles. C'est la question que je me pose tout le temps. Ce n'est pas un droit de l'homme sur lequel on essaie de batailler pour le protéger. C'est vrai qu'il est consacré par la Constitution tunisienne, par la Constitution marocaine. Drôle de coïncidence, c'est le même article, d'ailleurs c'est l'article 24. C'est vrai que les Nations Unies ont nommé un rapporteur spécial de 2015 pour se charger de faire évoluer la protection de la vie privée d'une manière générale et des données personnelles dans le monde. Il vient d'ailleurs la semaine dernière d'être reconduit pour un deuxième mandat de 3 ans. C'est vrai que c'est un droit humain, indiscutablement. Et qu'en tant que juriste, je le défends en tant que spécialiste, en tout cas, de droit constitutionnel et de liberté publique et de droits de l'homme. C'est quelque chose que je défends. Mais je défends aussi le fait que ces données personnelles sont la matière première de la société digitalisée, de notre avenir, et donc il faut faire de telle sorte que cette donnée personnelle, comme c'est le cas pour le pétrole, ne tarisse pas. Sa source ne tarisse pas. Et c'est pour cela que je pense que ces données personnelles doivent être, en tout cas, retrouvées ou prises chez des personnes qui ont confiance dans leur vis-à-vis, qui leur demandent de leur donner leurs données personnelles. C'est pour cela que le terme clé, moi, dans la notion ou dans le système de protection des données personnelles, je le dis tout le temps, c'est le terme confiance. Je le dis aux banquiers, je le dis aux médecins, je le dis à tout le monde, à l'administration. Si vous voulez avoir des données personnelles pour alimenter vos systèmes que vous mettez en place, votre intelligence artificielle, vos Internet of Things, etc., pour pouvoir avoir tout cela et le mettre en place, il faudrait que les gens aient confiance en vous. Comment les gens vont pouvoir avoir confiance en vous? C'est en leur disant « votre secret est sauf chez moi ». Je ne donnerai pas mon argent à mon banquier si je n'avais pas confiance en lui. C'est d'ailleurs pour cela que depuis plus de 30 ans, je ne change pas de banquier. S'il violait ma vie personnelle et mes données personnelles, j'irai voir un autre banquier. Et si tous les banquiers se mettent à violer mes données personnelles, je mettrai mon argent sous mon oreiller. C'est beaucoup plus simple. Il faut tout faire pour ne pas arriver à ce que les gens disent « on ne donne plus nos données personnelles ». C'est pour cela que je dis c'est une question de confiance et il faut développer cette confiance. La preuve, l'affaire Facebook, ça lui est tombé sur la tête, le fameux Zuckerberg. Parce qu'avec cette fuite de données de 50 millions d'utilisateurs, il chute en bourse en 24 heures de 7%, il a des avertissements de la part de tout le monde, il dépense des milliards en pages d'excuses sur toutes les revues du monde, et il est convoqué par le Parlement canadien, par le Parlement britannique, par l'Union européenne, pour venir s'expliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui est le plus grave.
il n'y a jamais eu de vague de désinscription sur Facebook comme depuis à peu près une semaine. Pourquoi? Rupture de confiance. Et le gagne-pain de Facebook, mais des GAFAM ne, parce que moi, j'ajoute énormément de caractères dans cet acronyme, eh bien, c'est la confiance. La protection des données devient une norme universelle. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont des États dans le monde qui ont une loi de protection. Tous ceux qui sont en rouge sont en train de préparer une loi de protection. Et ce qu'on remarque directement, c'est qu'on a deux États qui sont sur le banc de la société internationale, ce sont les États-Unis et la Chine. Drôle de coïncidence, ils se retrouvent sur le même banc. Mais parce que ce sont des États non protecteurs des données personnelles, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui me diront que les États-Unis, tiens, comment ça? Je leur dirai, prenez le temps de lire le décret numéro 1 de Trump sur l'immigration. Il s'appelle le décret sur l'immigration, mais allez-y sur le point 4.6, vous verrez qu'il parle de protection de données personnelles, où il est dit clairement que ne sont protégées que les données personnelles des citoyens américains et des résidents sur le territoire américain, et que les données qui sont stockées chez tous les opérateurs américains, même si c'est en dehors du territoire américain, sont à la disposition de toutes les agences de renseignement. Donc les données personnelles de tous les GAFAM ne sont pas protégées. Aujourd'hui, la norme, c'est ça, c'est la norme européenne. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous verrez que parmi les premiers critères de recherche aujourd'hui sur Google, c'est RGPD. C'est le Règlement général de protection des données personnelles. Cette norme européenne qui entre en application le 25 mai 2018, une date qui me fait faire des cauchemars depuis plus de 3 ans, presque 3 ans, c'est une norme parce qu'il a fallu 4 ans à l'Union européenne pour l'adopter, le 26 avril 2016, mais les Européens pragmatiques ont dit on prend 2 années pour la mettre en application. Et donc, le 25 mai 2018, tous les Européens vont dormir le 24 avec leur loi nationale sur la protection des données, ils vont se réveiller le 25 avec une seule norme, le règlement européen, qui s'appliquera dans tous les États européens. Qu'est-ce qui change avec ça? Pour nous, eh bien, comme je vous l'ai dit, allez-y tout le temps, comme l'appelait un ami sur Google, faites cette recherche, vous verrez, mettez RGPD, extraterritorialité. Ils en parleront, donc je ne vais pas développer cela dans mon speech. C'est-à-dire que c'est un règlement qui s'applique sur l'espace européen, mais nous, les États qui sont en dehors de l'espace européen, ils ont énormément d'échanges avec l'espace européen. Nous avons 80% de nos échanges avec l'Europe. Et dans le RGPD, l'Europe dit plus de transferts vers des États qui n'ont pas de protection adéquate, si ce n'est dans l'une des conditions suivantes, et ce sont celles-là. Retenez-les tout simplement, je n'ai pas le temps de les expliquer hélas, soit l'État a une procédure, en tout cas a le label d'adéquation de la part de l'Union européenne, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Deuxièmement, il y a des garanties appropriées, et je ne vous dis pas, lisez cet article-là, vous verrez ce que c'est pas très sorcier, c'est exprès que je vous ai montré ces articles, en tout cas j'ai inscrit leurs chiffres ou leurs numéros, et enfin, les règles d'entreprise contraignantes. Autrement dit, ça va être galère. Si vous avez l'intention de garder vos échanges avec vos partenaires européens, eh ben, il va falloir se préparer. Alors nous, en Tunisie, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, pour précéder un peu tout cela et pour être assez stratégique, voilà, la Tunisie a essayé d'améliorer son niveau de protection vis-à-vis de ses partenaires européens, ou ses partenaires européens. On a commencé par adhérer à la Convention 108, qui est une convention ouverte, qui est normalement limitée aux membres du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les 47 États, mais qui a permis à 4 États d'y adhérer, qui sont l'Uruguay, par ordre chronologique, comme vous le voyez, par la suite le Sénégal, l'île Maurice et enfin la Tunisie à partir du 1er novembre 2017. La Tunisie fait partie de cette convention. Et je vais vous dire que dans quelques années, le nombre sera beaucoup plus important que cela parce que c'est une norme internationale, la seule en tout cas qui existe, en chuchotant un peu avec la Convention africaine, bien sûr, mais qui jusqu'à maintenant n'a pas de signataire et donc qui n'entrera pas en application de sitôt. Et donc la Tunisie
est membre de cette Convention 108, et pourtant, maintenant quand vous allez sur des sites de contrôleurs européens de protection des données, la Tunisie est encore classée comme étant n'ayant pas une protection adéquate, et la CNIL, par exemple, l'autorité française, jusqu'à l'année dernière, condamnait des entreprises européennes, françaises, qui transféraient des données vers la Tunisie ou le Maroc parce qu'ils n'ont pas de protection adéquate. Et ça va s'accentuer avec le règlement européen à partir du 25 mai, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a fait en Tunisie ? C'est d'essayer d'être dans une whitelist avec l'Europe. Oui, mais là, c'est avec lui que j'avais fait ça il y a quelque temps. L'idée m'est venue comme ça en pleine émission. J'ai dit, la Tunisie, ça fait plusieurs blacklists, et il y en a une autre qui arrive, c'est la blacklist data. Mais c'est vrai qu'en sortant de l'émission, je me dis, zut alors, je crois que sur ce coup-là, j'ai gaffé, mais je ne savais pas que je faisais de la prose sans m'en rendre compte. C'est parce que, tout simplement, c'est vrai que je suis rentré dans mon bureau, j'ai écrit une lettre à monsieur le président du gouvernement pour lui dire, j'ai dit qu'il va y avoir une autre blacklist, mais ce n'est pas réellement cela, sauf qu'on va être un peu sanctionné et qu'il va falloir prendre des mesures très très rapidement pour éviter que les flux d'informations entre l'Europe et la Tunisie ne soient bloqués et qu'il va falloir faire passer notre projet de loi le plus rapidement possible. Lui, il l'a compris, il a tout fait pour ça. Mais notre espoir, en tout cas, et le cheminement vers lequel on va, c'est qu'on va être le seul État dans une whitelist. Parce qu'en dehors de l'Europe, la Tunisie, d'ici juin 2018, aura la seule loi dans le monde, en dehors de l'espace européen, qui sera conforme au règlement européen. Et donc, les Européens ne pourront pas dire « cet État-là n'est pas assez protecteur des données ». Bien sûr, une loi, il faudrait qu'on la mette en application réellement. Ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, le 8 mars, le projet de loi est passé en Conseil de ministres, il a été adopté, et à ma demande, et je remercie le gouvernement, parce que moi, je suis une instance indépendante, je ne fais pas partie du gouvernement, mais quand même, ils se sont ralliés à ma position, et ils ont donné la priorité pour cette loi. C'est-à-dire que cette loi arrive au Parlement, et elle va passer en premier lieu. C'est pour cela que j'ai espoir de l'avoir édictée avant juin 2018. Comment s'y préparer ? Mes collègues vous en parleront avec détail et je pense qu'ils prendront le temps d'expliquer tout ça. Mais très rapidement, il y a certaines choses qu'il faut faire. Les protecteurs de données dans l'espace européen, ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils disent « voilà ce qu'il faut faire ». Il faut aller voir sur le site de la CNIL, par exemple, les 6 actions prioritaires. La première, indiscutablement, c'est de nommer en interne, dans les structures, qu'elles soient publiques ou privées, un monsieur ou madame protection des données. Eh oui, c'est une nouvelle fonction. C'est ce qu'on appelle maintenant entre nous les DPO. Des cycles de formation un peu partout en Europe. Nous, on doit former et mettre en place tout ce bon monde-là, qui va se chiffrer en milliers de personnes, et qui vont être les conseillers en interne de la protection des données. C'est, je pense, le truc axial ou l'acte le plus important à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je constate après mes 3 années de mandat à la tête de l'instance, le problème, ce n'est pas que les gens ne veulent pas se conformer. Les gens ne savent pas de quoi je parle. Et donc, il faut qu'il y ait dans chaque structure quelqu'un qui en sache autant que moi. Et lui, en interne, fera de telle sorte que la structure sera en conformité pour éviter les sanctions atroces que le règlement européen a prévues et que l'on va transposer dans notre loi nationale, c'est-à-dire des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Pour le reste, la privacy by design, comme je l'ai dit, je laisse mes amis en parler, ils traiteront de cela mieux que moi. Et donc, pour rehausser le niveau, et je termine par ça, de protection en Tunisie, pour qu'on ne soit pas sur une blacklist, mais plutôt sur une whitelist, eh bien, il va falloir faire passer cette loi le plus rapidement possible, mais aussi, ce n'était pas mon espoir, je n'ai jamais rêvé de ça, mais pourquoi pas obtenir l'adéquation de la part du Parlement européen. C'est quelque chose dont je n'ai jamais rêvé. Mais quand j'ai sorti le mot de blacklist, en fin de compte, je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à Bruxelles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Bruxelles, à la Commission européenne, on me téléphone pour me dire « Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire, vous avez boosté le règlement européen ».
Et ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train de préparer une loi conforme au RGDP, vous allez être le seul pays à vous conformer au règlement en dehors de l'Europe. Et donc, c'est l'Europe qui nous demande de nous préparer à la demande d'adéquation. Ça, c'est quelque chose dont je ne rêvais pas. Je ne sais pas si je vais être encore là pour terminer ce processus, qui est long, mais en tout cas, la Tunisie a des chances de pouvoir obtenir l'adéquation si on continue dans ce processus. Et je pense que la chose la plus importante, c'est que vous, qui êtes dans les affaires, qui êtes dans la technologie, vous sachiez ce que veut dire protection des données et que vous l'appliquiez dans vos activités, dans la production que vous faites de systèmes de gestion d'information et que la culture de la protection s'installe. Dans ce cas-là, vous savez ce que veut dire adéquation? Ça veut dire que la Tunisie, sur ce plan, sera considérée comme faisant partie de l'Union européenne. Merci. Merci à vous. Bravo. On est en conformité, si j'ai appris. Le process est en cours, on est bien d'accord? Il est en cours. C'est passé en Conseil des ministres et... Ça y est. Bon, je ne vais pas dire des secrets de gouvernement, mais monsieur le chef du gouvernement a signé la loi aujourd'hui, elle passe au Parlement. Je ne vais pas dire le secret, mais je vous le dis quand même. Alors, justement, comme il a dit, je vais passer la parole. Je vous présente très rapidement, je vais vous représenter très rapidement Madame Nassima Lamnechi El-Kileni, qui est avocate, qui est avocate DPO chez Data Privacy Maghreb. Elle est Data Protection Consultant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'abord, je tiens à vous dire que je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Pour vous dire qu'aussi, avant de commencer, pour introduire, la protection des données personnelles n'est pas qu'un sujet européen. C'est vrai que le sujet aujourd'hui, c'est l'impact du règlement sur la Tunisie, mais c'est aussi une question très importante en Afrique. Et d'ailleurs, j'avais rencontré pour la première fois M. Chawki Guedes à Casa le mois dernier, puisque l'autorité marocaine avait organisé un événement important et de qualité sur la protection internationale des données personnelles, où avaient été réunis tous les présidents, ou quasiment tous les présidents des autorités africaines de protection des données personnelles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut vraiment être conscient qu'on ne peut pas parler de transformation digitale, ou on ne peut pas implémenter quelque chose comme ça sans avoir cette question-là en tête. Alors, ça marche ou ça ne marche pas? Je pointe vers... Ah, par là. Ah, là-bas. Ah, voilà. Donc, les entités tunisiennes sont effectivement concernées. Pourquoi? Quand je dis entité, c'est parce qu'on parle des organismes publics comme des entités privées, mais également d'une personne physique qui aurait une activité où elle gérerait beaucoup de data. Et donc, pourquoi les entités tunisiennes sont concernées? Eh bien, elles sont concernées, comme vous l'a dit M. Guedes, d'abord au titre du RGPD. Est-ce que beaucoup de monde dans la salle a déjà entendu parler du RGPD? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui ont... Voilà, quelques que je vois, voilà. Bon, donc c'est peut-être une petite moitié. Donc, en fait, ce règlement général... Voilà. Donc, l'action de M. Guedes, elle est très importante. Et donc, le règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, ou GDPR en anglais, il est déjà en vigueur, en fait, depuis son adoption en avril 2016. Mais il est applicable à partir du 25 mai. Et pourquoi les entités tunisiennes sont concernées? Tout simplement parce qu'effectivement, ce règlement, ce RGPD, a un champ extraterritorial. Et ça, c'est nouveau. Le champ extraterritorial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le règlement va suivre la data. Donc, peu importe où vous soyez dans le monde, là, on parle de la Tunisie parce que nous sommes en Tunisie, mais si demain, vous êtes en Asie, en Australie, où vous voulez, et que vous traitez des données de personnes qui se trouvent sur le territoire européen, je n'ai pas dit de résidents. Donc, c'est vraiment le critère, c'est est-ce que je traite des données de personnes qui se trouvent sur le territoire européen et qui ne sont pas forcément résidents, peu importe où je suis dans le monde, eh bien, je suis concernée par le RGPD et donc je dois respecter les obligations du RGPD sous peine des sanctions. Mais également, M. Guedes, grâce à son action, fait en sorte que la loi tunisienne va changer. Donc, quelque part, parce que souvent, quand j'interviens en Europe ou en Afrique sur ces sujets, mais surtout en Afrique, je dis en fait que le RGPD va s'appliquer sur la partie
en fait, de l'activité qui traite des données de personnes qui se trouvent en Europe. Donc, quelque part, parfois, c'est assez buesque parce que ça revient à dire les données de vos résidents, de vos nationaux, quelque part, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est quand même 2 poids 2 mesures. C'est ça qu'il faut se rendre compte parce que, par exemple, en Algérie, je prends l'exemple puisque je connais bien l'Algérie, il n'y a pas encore de loi sur la protection des données personnelles. Eh bien, en Algérie, quand je fais une intervention, je dis, si vous êtes un call center et que vous traitez des données de personnes qui se trouvent sur le territoire européen, vous devez respecter le RGPD. Bon, par contre, les données d'Algériens, là, pour l'instant, il n'y a rien de... Donc, vous voyez, et donc, l'action de M. Guedes, c'était justement d'éviter que cela se produise et quelque part que les données de Tunisiens soient au même rang, au même niveau de protection que les données de résidents européens. Donc, quelque part, vous, en Tunisie, c'est la bonne nouvelle, mais par contre, du coup, tout le monde doit se conformer. Donc, ah oui, il faut que je pointe. Voilà. Donc, évidemment, les risques de la non-conformité, ils sont vraiment importants, puisque les amendes sont très fortes. Par exemple, quand on dit 10 ou 20 millions d'euros en fonction de la gravité de l'infraction, ou 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial, ça veut dire aussi que si vous êtes une filiale tunisienne d'un groupe européen, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si le groupe, dans tout le monde entier, il est conforme au RGPD, mais par contre la filiale tunisienne ne le serait pas, c'est le groupe qui prend la sanction. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc quelque part, si vous faites partie d'un groupe, évidemment, l'implémentation, elle va se faire dans tous les pays où il y a des filiales. Mais aussi, les personnes concernées ont une action contre la société qui gère leurs données, qui fiche leurs données. Donc, je ne sais pas encore comment ça va s'organiser, mais il y a aussi la mise en place d'actions collectives. Ça veut dire que les personnes physiques dont vous traitez les données pourront à un moment donné dire « moi, je fais partie de la fédération des consommateurs de ceci ou de cela », et on engage une action collective ou une action directe. Et bien sûr, la sanction, elle peut être contractuelle, parce que si vous êtes un outsourcer, votre donneur d'ordre qui est en Europe, il va vous demander à un moment donné, peut-être à partir du 25 mai, si ce n'est pas déjà fait, des garanties pour vous dire est-ce que vous êtes RGPD compliant et donnez-moi des garanties. Et du coup, si vous dites que vous l'êtes sans l'être, forcément, vous avez en plus des sanctions administratives une responsabilité contractuelle. Sans parler du préjudice de réputation. Parce que souvent, d'ailleurs, j'avais dit que j'en parlerais, souvent, certains vont penser pour se dire, bon, l'autorité, le risque que l'autorité de mon pays, donc là en l'occurrence la Tunisie, vienne me contrôler moi, avant d'aller contrôler un gros groupe, elle est minime, donc je peux faire ce que je veux. Mais ça, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que la sanction, et on le voit sur le terrain, elle ne vient pas forcément d'un contrôle. Qu'est-ce qui se passe pour Facebook ? Ou pour d'autres, puisque en Europe on a eu Darty, on a eu Hertz. Vous avez souvent, ça vient d'une fuite de données. Et une fuite de données, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le hacker qui est en Russie et qui cherche à s'introduire dans votre système. Parfois, ce sont vos propres salariés qui, par mégarde, même pas volontairement, vont créer une faille dans le système et vos données vont se retrouver un petit peu sur la place publique. Du coup, c'est un effet boule de neige, la presse est au courant, et donc le contrôle arrive comme ça, et les sanctions, etc. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment important d'avoir une approche business de la protection des données personnelles et se dire, c'est vrai que la mise en conformité va demander du temps et donc de l'argent, mais en même temps, c'est une opportunité. Une opportunité aussi, puisque M. Guedes donnait un chiffre que je ne connaissais pas, qui était 80% des échanges avec l'Europe, c'est un avantage concurrentiel. Parce que si la Tunisie est RGPD compliant, et que je suis un donneur d'ordre européen, et que je m'aperçois que l'Algérie ne l'est pas, le choix, il est vite fait. Donc forcément, si vous êtes outsourceur, et donc sous-traitant, la question, le label, entre guillemets, RGPD compliant, va être un vrai avantage concurrentiel. Donc comment s'y préparer au RGPD, puisque c'est la question. Donc moi, je dirais, pour faire simple, 3 étapes. Première étape, il faut connaître les obligations auxquelles vous êtes soumis au titre du RGPD. Donc ça, c'est le premier niveau d'information. Deuxième étape, il faut faire un état des lieux, parce que peu importe le sujet dont on parle, on ne peut pas savoir là où on doit aller si on ne sait pas là où on est aujourd'hui. Donc faire un état des lieux de vos traitements,
pour évaluer le niveau de maturité de votre organisme et donc mettre en place une roadmap, une feuille de route pour implémenter cette mise en conformité. Et l'étape 3, très importante, évidemment, ensuite, il faut mettre en conformité, il faut appliquer cette feuille de route. Donc, l'étape 1, et je rejoins et je rebondis parfaitement avec ce que dit M. Guedes, c'est désigner un Data Protection Officer, donc DPO. En fait, le DPO, il est obligatoire au titre du RGPD, puisque c'est le sujet. Je ne connais pas à ce jour le projet de loi, enfin, je l'ai lu, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, le projet de loi tunisien. Mais le DPO est une obligation dans 3 cas, c'est-à-dire au titre du RGPD. Si vous êtes un organisme public, ou bien si vous faites du ciblage, donc tout ce qui est profiling à grande échelle, DPO obligatoire. Et 3e cas de DPO obligatoire, c'est si vous avez une activité de suivi régulier et systématique à grande échelle. En français, ça veut dire quoi? Parce qu'évidemment, volontairement, c'est un petit peu large, un peu flou, un peu englobant. Ça veut dire que toutes les activités comme les banques, les assurances, forcément, il y a du suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes. On ne fait que ça. Vous voyez, j'étais dans la salle depuis ce matin pour écouter les interventions de mes collègues, et tous les systèmes, en fait, tous les business models qui se développent, ils visent à ou analyser les comportements des gens, ou justement à les tracer pour comprendre qu'est-ce qu'on peut leur vendre, etc. Voilà. Donc, le suivi systématique et régulier, voilà. Donc, moralité, désigner un DPO, ça vous facilitera les choses. Et l'idée, c'est que lui se forme, parce qu'encore une fois, un DPO doit avoir des compétences particulières en protection des données. Et ensuite, il permettra, ce sera le chef d'orchestre de la conformité au sein de votre entreprise. Je précise juste qu'au niveau du RGPD, le DPO, il peut être externe ou interne, c'est-à-dire qu'il peut être mutualisé avec d'autres structures quand il est en externe. Je vais un peu plus vite parce que le temps tourne. Respecter le droit des personnes fichées. Ça, c'est très important. Un des principes de base de la protection des données personnelles depuis que les textes existent, c'est le droit des personnes que vous fichez d'avoir accès à leurs données. Donc ça veut dire aussi, quand vous allez plus loin, que demain, si vous avez 1000 personnes qui exercent leur droit d'accès en même temps, comment vous allez gérer ça? Donc, ça fait partie des obligations à avoir en tête dans l'implémentation. Notifier les failles de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une société qui a une faille de sécurité, elle a l'obligation de notifier à l'autorité dans les 72 heures la faille de sécurité. Ça veut dire, bien sûr, vous vous en doutez, que si elle ne le faisait pas, ça va jouer dans les sanctions qu'elle va avoir. Je précise que, je vais en parler après, c'est que les sous-traitants, parce que quand vous êtes un outsourceur, mettons que la faille de sécurité, elle vienne de chez vous, vous devez informer sans délai votre donneur d'ordre qui, lui, ensuite, a 72 heures. Donc, vous voyez, on est sur des délais très courts. Et puis, une autre obligation importante du RGPD, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est de tenir des registres. Le premier des registres, c'est le registre des traitements. Le registre des traitements, ça veut dire avoir en interne on va dire, ça ressemble à un catalogue, à un fichier qui regroupe tous les fichiers que vous avez, tous les traitements que vous avez par finalité. Donc, exemple, le fichier client, le fichier RH, le fichier de comportement, de suivi de comportement dans tel objectif, etc. Donc, pour avoir en cas de contrôle, comme un document à donner, en fait, comme on est désormais avec le RGPD dans une logique d'accountability, donc de responsabilisation des acteurs, ça remplace les formalités que l'on faisait avant auprès des autorités. Il y a aussi le registre des risques, dont M. El Moutawakil va vous parler, et des sous-traitants. Ça veut dire que si vous êtes en Europe et que vous êtes un donneur d'ordre et que vous travaillez, mettons, avec des sous-traitants au Maroc ou en Tunisie, vous devez avoir un registre de vos sous-traitants pour qu'en cas de contrôle, on sache où vont les données. L'objectif, c'est où est-ce qu'elles arrivent, où est-ce qu'elles repartent. Très important, même si je vais passer vite, mais on pourra envoyer les présentations pour ceux qui le souhaitent. Les sous-traitants, avant le RGPD, le sous-traitant était mentionné comme ça dans la loi, mais il n'avait pas de responsabilité propre. Et le RGPD, c'est un grand changement, donne une responsabilité propre aux sous-traitants, une responsabilité directe. Ça veut dire que la première chose à faire si vous êtes sous-traitant d'un donneur d'ordre européen, c'est de regarder si vous avez un contrat avec lui, et si vous n'en avez pas, d'en faire un qui respecte les prescriptions du RGPD. Je précise aussi que le sous-traitant, il a une obligation, c'est dans le texte,
un devoir de conseil et d'alerte. Ça veut dire qu'en gros, si un donneur d'ordre vous dit « faites ci, faites ça comme ça », et que vous trouvez qu'au niveau de la sécurité, c'est pas terrible, vous devez lui dire, et idéalement pas au téléphone, mais par écrit, parce qu'il faudra tout documenter. C'est ça la accountability, c'est documenter sa conformité. Vous n'irez plus faire vos déclarations à l'autorité, mais par contre, vous allez en interne gérer votre conformité. Et c'est pour ça que M. Gades vous disait au départ, il faut avoir un DPO, parce que ça va être lui qui va gérer tout ce travail. Alors l'étape 2, il me reste 2 minutes, l'étape 2, eh bien, c'est de faire l'état des lieux. Et comment on fait un état des lieux ? Eh bien, il y a différentes façons de faire. En tout cas, moi, je considère que pour faire un état des lieux, il faut être accompagné d'un professionnel parce que c'est important d'avoir un outil qui vous permet d'envoyer des questionnaires à distance parce qu'en fait, c'est ça la pratique. Et ensuite, de faire des interviews sur site où on fait le tour avec les personnes de ce qu'elles disposent en interne. Donc, l'objectif, ensuite, c'est d'avoir un rapport de diagnostic qui va, justement, déterminer les non-conformités majeures, mineures et surtout faire des recommandations. Donc, c'est la fameuse feuille de route par priorité. Parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses à faire dans votre mise en conformité, mais prioriser, c'est ce qu'avait dit M. Gades au départ, qu'est-ce que je fais avant quoi ? Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc... Conclusion, puisque l'étape 3, c'est M. Adil qui va s'en occuper, restons calmes et soyons en conformité. Voilà, je vous remercie. Micro, merci. Alors, j'avais encore une question, peut-être tout à l'heure, je posais la question, du coup, on va enchaîner justement. Elle vous a bien fait la transition, donc M. Adil va s'en occuper. Je présente rapidement donc M. Adil El Motakli, qui est président de l'Institut africain des systèmes d'information. C'est la partie un peu technique, hein, donc accrochez vos ceintures, accrochez-vous dans la salle. Alors, ça va être intéressant, je suis sûr. Je complète là mon profil. Alors, je travaille déjà au sein de la société multinationale Atos, si vous connaissez, en tant que DPO, officier de sécurité et de la protection des données. Alors, sur la partie sécurité, ça fait plus de 5 ans que je travaille dans la même firme sur cette partie. Par contre, sur la partie protection des données en tant que DPO, ça fait maintenant presque 2 ans. Parce que pour pouvoir forger ce profil, il y a des formations qu'il faut faire. Derrière, qu'il faut préparer le profil avant de commencer l'implémentation. Aussi, j'enseigne les systèmes d'information au sein de l'Académie nationale de l'aviation civile au Maroc. Alors, je prends le fil et je commence par déjà la présentation de Nassima sur le dernier slide, état des lieux. Alors, que veut dire état des lieux ? Veut dire passer du cadre juridique. Je sais très bien que la plupart des gens qui sont là, c'est pour l'implémentation, le business, là, la partie technique, au cadre opérationnel. Qui dit cadre opérationnel ? C'est l'implémentation, la pratique, et c'est l'implémentation au terrain. Alors, je retiens 2 choses que M. Gades a évoquées. C'est les effets extraterritoriaux. Il faut que vous vous rappeliez de ça. Vous le notez parce qu'on va le voir sur la partie pratique. Le DPO. Madame Lamelchi a évoqué aussi le DPO, a évoqué les risques, le registre des risques. Ce sont des notions qu'il faut prendre en considération dans l'implémentation. Alors, je passe au premier slide. Ah, pardon. Alors, voilà le processus, pardon. Alors, ok. Voilà déjà la première partie. Comment passer du cadre juridique au cadre opérationnel. Alors, ce que j'ai mis déjà sur ce slide, ce sont 2 textes dans le règlement, c'est-à-dire que c'est un texte qui existe déjà
dans les articles de ce règlement. Ils sont notés de cette façon. Alors, si vous faites le constat, il parle de mesures techniques et organisationnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle de démontrer à tout moment que la société est conforme. Et là, ce n'est pas comme un audit interne ou bien externe. Vous êtes alerté à l'avance 1 mois pour préparer les documents, pour se préparer là. Généralement, c'est 48 heures. Alors, la société doit être à tout moment conforme. Comment? Alors, sur la partie technique, alors les mesures techniques et organisationnelles, on passe du texte au processus. Alors, les gens de la production, on parle toujours processus. Commercialement, on parle aussi processus. Au niveau gestion des ressources humaines, on parle processus. Alors, c'est quoi le processus ici, là? L'input, ce sont les données et les traitements. L'output, c'est la conformité au RGPD et, j'évoque, la loi tunisienne. Il y a un nouveau projet, vous devez être conforme à cette loi qui s'aligne déjà avec le RGPD. Alors, on commence par la désignation de DPO. Le DPO, elle est là pour chapeauter, piloter l'activité de la protection des données à caractère personnel. Alors, par quoi? On va voir, déjà, Madame Lamalchi l'a déjà évoqué, on commence par le registre des traitements des activités, l'analyse d'impact. Alors, si je parle de ces 2 documents, ils ne font pas partie des bonnes pratiques, mais plutôt, ils font partie des obligations selon le règlement. Ils sont évoqués dans les textes de loi. Alors, cela n'est pas suffisant là. Pour être conforme, il faut mettre en place ce qu'on appelle les mesures de sécurité. Il faut mettre en place ce qu'on appelle les règles de la qualité. Pourquoi les règles de la qualité? Parce que ce règlement, il parle de la documentation. Si, sur le premier slide, ils évoquent dans un texte de loi que la société doit démontrer à tout moment qu'elle est conforme, alors ce ne sera pas fait par des paroles, ce ne sera pas fait lors d'une réunion ou bien d'une discussion. Ce sont ce qu'on appelle les livrables, des documents. Alors on entre dans la qualité où il y a la gestion documentaire, où il y a la classification de la documentation. Après, vous avez bien sûr la production. Alors, je parlais des activités support, sécurité, qualité, ainsi de suite. Alors, là, je vais dire l'axe de la production au sein de la société, c'est une activité bien précise. Alors, il faut mettre en place aussi la gestion de l'exploitation. Il faut la documenter, il faut tracer. Après, les bonnes pratiques, l'organisation. Quand un patron envoie un email à son personnel pour demander de protéger un tel dossier où il y a des données personnelles, il fait partie des mesures de sécurité et des bonnes pratiques pour protéger les données. Il faut respecter. Aussi, il y a les mesures spécifiques. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les mesures spécifiques? Alors, selon le domaine d'activité, il y a des standards. Je donne par exemple pour les gens qui parlent de la transformation digitale, le développement. Alors, développement, il y a un standard qu'on appelle le CMMI. Alors, les gens qui veulent faire du développement, protéger les données, protéger le code, ils doivent déjà implémenter le CMMI. Alors, les sociétés qui font de l'infogérance, ils vérifient ça. Deuxièmement, les sociétés qui travaillent avec, surtout les sociétés européennes qui opèrent dans le domaine banquier, il y a ce qu'on appelle le standard PCI DSS. Alors,
ce standard-là, la société ne peut pas mener ce genre d'activité. Alors, pour détailler plus, je passe au slide suivant. Madame Lamalchi a parlé du registre de traitement d'activité, qui est un document essentiel selon le règlement. Alors, s'il vous plaît, je veux bien vous montrer, alors, on parle de pratique, je vous montre le document et les comment, un modèle. Le premier document. Alors normalement, il faut enlever l'exposition, rester sur le mode écriture et cliquer. Là, voilà. Ça veut dire que vous... Alors de toute façon, il y a un problème technique là. Tout à l'heure, nous l'avons essayé et ça marchait. Alors sur ce registre de traitement, il y a l'information sur... Alors puisque nous parlons des sociétés qui font de l'infogérance, il y a de l'information ou bien des informations par rapport au projet, ou bien au client. Après, ce sont des informations internes de la société avec l'identification et ainsi de suite. Après, nous passons à la catégorie des données qui sont traitées. Après, nous passons aux actions menées sur ces données-là. Et notez aussi la sous-traitance. Est-ce que cette société déjà qui pratique la sous-traitance, est-ce qu'il a déjà des sous-traitants qui travaillent avec elle? Il faut les signaler sur ce registre-là. Après, il faut parler des mesures de sécurité. Après ces informations-là, le DPO vérifie le document. S'il estime qu'il faut faire une analyse d'impact, il faut le faire. Sinon, on se contente de garder que le registre. Mais s'il voit que la nécessité de passer à l'analyse d'impact, il faut le faire, le garder. Alors le DPO a le savoir pour dire, vous passez à l'analyse d'impact ou non. Alors, sur l'analyse, voilà le document, le registre de traitement. Merci beaucoup. Alors, je viens de dire l'information sur le client, le sous-traitant, les services fournis, la sous-traitance. Scrollez, s'il vous plaît. La catégorie des données traitées, il faut la valider avec le client parce qu'aujourd'hui, il vous dit, vous êtes en train de traiter les noms, le prénom, le numéro de téléphone. Demain, non, il va vous dire, vous êtes en train de manipuler sur une base de données. Il y a aussi des données sensibles, à savoir le numéro de SIAN, numéro de passeport, et ainsi de suite. Il faut définir le périmètre. C'est pourquoi, sur la partie qui est en haut, on a parlé de l'activité, du périmètre, du scope. Les actions, qu'est-ce que vous faites comme action? Vous collectez, vous faites de la consultation, l'organisation, l'adaptation. Alors, il faut cocher les options que vous voyez sur ce traitement. Alors, en bas, les mesures de sécurité. Là. Je viens de parler de PCI DSS, elle est évoquée là. Je parle aussi maintenant de ISO 27001, si vous connaissez déjà la norme. ISAE 34002, alors ce sont des standards et ce sont des mesures spécifiques. Alors voilà le genre de mesures de sécurité qu'il faut implémenter. Alors je reviens sur mon slide. S'il vous plaît, merci d'ouvrir l'analyse d'impact.
Merci de revenir sur le slide pour ouvrir l'analyse d'impact. OK. Alors, l'analyse d'impact, alors là, si le DPE recommande le passage à l'analyse d'impact, c'est un document qui est déjà évoqué dans le texte de la loi. Alors, c'est un document qui est un peu costaud, qui respecte les règles de la qualité, si vous voyez. Merci de scroller là. Alors, si vous faites la remarque, il y a l'entête, il y a la version, il y a la classification du document à usage interne, il y a le numéro de document. Alors, ce sont des règles de la qualité. S'il y a un audit chez vous, ils vont vérifier ces aspects aussi. Vous ne pouvez pas faire sortir n'importe quel document. Il faut sortir un document qui respecte les règles et la classification. Cela fait partie des règles de la qualité. Les gens qui ont déjà assisté à un audit interne ou bien externe de la qualité, ils le sauront. Alors, toujours le contenu et ainsi de suite. Donc, c'est un document consistant, je vous ai déjà parlé de ces éléments-là. Je passe à mes slides parce que rien que pour ces documents, ça nécessite une formation de 2 jours. Ok, je le fais rapidement là. Alors, Madame Lamalchi a parlé des risques là. Pour pouvoir mettre en place les mesures de sécurité, alors nous avons parlé de registre de traitement d'analyse d'impact, ça c'est la première étape. Pour pouvoir mettre en place les mesures de sécurité, on ne vient pas les mettre comme ça. Il y a un audit des lieux, un état des lieux, mais on commence toujours par un registre des risques. Parce qu'à la base de ce registre des risques, on fait sortir le plan de traitement des risques, et à la base de ce plan de traitement des risques, on fait sortir les mesures nécessaires pour la sécurité de l'activité. Alors, je passe directement à l'autre slide, là. Je m'en excuse pour ce problème technique. Une minute. By the way, là, c'est le registre de traitement des risques. C'est un vrai modèle là. Mais je veux bien revenir à mes slides là. Puisque vous l'avez affiché, je l'ai commenté. Voilà, je passe aux mesures de sécurité. Le slide suivant là. OK. Alors, les mesures techniques et organisationnelles dont le texte de loi parle, il y a les mesures de sécurité et les mesures de qualité. Alors, j'ai constitué tout simplement un référentiel simple. Alors, organisation de la sécurité de l'information, c'est très important. La sécurité des ressources humaines, Madame Lamalchi a parlé de l'infiltration par des ressources. Alors, la gestion des ressources humaines, la sécurité des ressources humaines passe par la sensibilisation, par la formation, par l'information, par des sanctions disciplinaires, par des chartes. Et comme ça, si un jour nous disons à un collaborateur « vous n'avez pas respecté », on devrait déjà faire en premier lieu la sensibilisation à la formation avant de lui demander quoi que ce soit. Sur la partie sécurité liée à l'exploitation, je viens de parler, il y a aussi la gestion des incidents liés à la sécurité. Alors, Madame Lamalchi a parlé, vous voyez là, je fais l'intermédiaire entre le cadre juridique et le cadre opérationnel. Je vous explique les textes de loi en opérationnel. Alors, la gestion des incidents de sécurité, le jour où il y a une infiltration, il faut créer un incident de sécurité.
il y a déjà la procédure de la gestion des incidents de sécurité. Il doit être documenté aussi, une procédure complète. Le processus de gestion des incidents de sécurité. Et comme ça, vous allez préparer la lettre de notification au client. Et selon la loi, le client doit informer les autorités compétentes selon le règlement dans les 62 heures. Je passe au slide suivant. C'est Adil, il n'y a vraiment plus le temps, c'est fini hein, depuis 2 minutes. OK. Ok. Alors, S'il le vous plaît. slide suivant, le dernier. Alors, le slide suivant, il parle des outils de conformité RGPD, des mesures techniques et organisationnelles, et l'autre partie qui est là-bas, c'est la confidentialité, l'intégrité, la traçabilité et la continuité qui font des éléments très importants dans la constitution d'un registre de risque. Alors, les registres de risque, dans les éléments à implémenter aux 2 blocs, et les 2 blocs font déjà la transmission des données et les mises à jour. Alors, merci beaucoup pour votre patience là, sur ce problème technique, et je vous souhaite bonne soirée. Merci.